Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation qui, en l'occurrence, est le chapitre 6, intitulé Utiliser le Lightning Network au quotidien. Cette présentation ne sera pas réalisée dans le cadre des meet-up de l'association BitColil, puisqu'en l'occurrence, au mois de mars, on a eu une présentation différente, et en l'occurrence, c'était sur les nœuds Bitcoin, que ce soit on-chain comme Lightning. Et au mois d'avril, on va avoir un expert en cybersécurité qui viendra présenter la sécurité des hardware wallets. Alors, on va débuter la présentation avec le sommaire, comme d'habitude. Dans un premier temps, on va essayer de réfléchir à pourquoi il est pertinent de dépenser ces bitcoins. Ensuite, on parlera de la différence entre la dépense en Lightning et on-chain. On viendra également à discuter de quel portefeuille on peut utiliser dans chaque situation, et voire même quelle stratégie on pourrait avoir. Puis, on viendra à se poser la question où peut-on dépenser ces bitcoins, avant de terminer avec quelques points de vigilance. Alors, dans un premier temps, pourquoi dépenser ces bitcoins? Bon, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les conversations que je peux avoir avec des bitcoiners, ou même avec d'autres personnes. Très souvent, ces personnes viennent à dire, mais dépenser ces bitcoins, c'est pas une bonne idée, il faut les conserver, ça va prendre en valeur. Alors justement, je vais essayer de détailler sur 3 gros points, on va dire, pourquoi il est pertinent de dépenser ces bitcoins. Le premier point, c'est un point qui est parfaitement égocentrique. Pourquoi est-ce que, pour moi, il est pertinent de dépenser ces bitcoins? Et là-dessus, j'ai 3 sous-points. Le premier, c'est que ça permet de payer moins cher ses biens et services. Alors, vous le savez peut-être pas, mais en l'occurrence, quand on vient payer par carte bancaire, via le réseau Visa ou Mastercard, en l'occurrence, le commerçant va avoir une taxe de 0,9 à 1,9%, j'ai mis les sources tout en bas, par rapport aux frais de transaction que vous, du coup, allez payer. En plus de l'allocation du TPE qui est payé par le commerçant. TPE, c'est le terminal de paiement électronique, c'est ce qui permet derrière de pouvoir faire la transaction via la carte bancaire. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le commerçant va augmenter de 0,9 à 2% les frais, et enfin plutôt le prix de son bien ou de son service, de telle manière à ce que ça puisse couvrir finalement en fait ce que vous allez payer. Autrement dit, vous allez payer entre 0,9 et 2% de frais supplémentaires. Alors ça, on est uniquement dans le cas où on est en France ou en Europe, parce que dans le cas où on est dans d'autres pays, en plus de ça, il y a des taxes supplémentaires, etc., etc. Mais donc du coup, c'est une problématique. Lorsqu'on paye en Bitcoin, on n'a pas cette problématique-là. En plus de ça, lorsqu'on va venir payer en Lightning, ou par le biais de certains prestataires, on parlera de BTC Pay Server peut-être un petit peu, ou de Swiss Bitcoin Pay, on a la possibilité de payer 0% de frais à chaque transaction qu'on réalise en Lightning. Donc finalement, premier point, dépenser ses bitcoins, on paye moins cher ses biens et ses services. En plus de ça, c'est aussi un moyen de sortir du système bancaire et du système financier traditionnel, puisqu'en l'occurrence, on va être incensurable et on ne va pas faire confiance à justement un tiers de confiance, comme les banques, qui peuvent décider de faire revenir en arrière un paiement pour X ou Y raison, empêcher le paiement de passer, ou je ne sais quoi. Donc là derrière, vous êtes votre propre décideur, vous faites ce que vous voulez de votre argent, véritablement vous la possédez, et vous êtes incensurable, et c'est un point qui est quand même assez important. Et puis, forcément, dépenser ses bitcoins parce qu'on a aussi besoin. On a de la consommation personnelle à réaliser. Ça peut être acheter ses courses ou tout ce que vous voulez. Donc, on a besoin de dépenser de la liquidité, que ce soit en monnaie fiduciaire ou en bitcoin. C'est aussi envoyer par exemple de l'argent à l'étranger. Où là, derrière, quand on envoie de la monnaie fiduciaire à l'étranger, on a des frais qui sont parfois exorbitants. Dans certains pays d'Afrique, pour envoyer de l'argent, on va jusqu'à 20% de frais avec Western Union. Dans d'autres, c'est 5%, c'est moins effectivement, mais ça reste important. Alors qu'avec Bitcoin, on verra qu'en fait, l'envoi de frais, c'est un frais qui est quasiment nul par rapport à la quantité qu'on peut envoyer. Voici un premier point qui est vraiment tout à fait égocentrique. Pourquoi est-ce que moi, ça m'apporte quelque chose ? Ensuite, ça vient aussi à valoriser finalement la personne qui va nous faire vendre, qui nous vend le bien. Ça va valoriser dans le sens où si on paye en Bitcoin, c'est que on a confiance en protocole. Enfin, je dirais peut-être pas la confiance, c'est plutôt qu'on a bossé le protocole, qu'on sait à comment il fonctionne, qu'on sait ce que Bitcoin apporte, et par conséquent, on sait que c'est aussi un moyen d'avoir une réserve de valeur. Et donc, en ce sens, en payant le vendeur ou le commerçant, on peut lui donner plus facilement la possibilité de pouvoir finalement conserver ses Bitcoins et de voir ses Bitcoins s'apprécier sur le temps. Puis en plus de ça, forcément, ça permet d'accélérer l'adoption en fait de Bitcoin un petit peu partout dans le monde, parce que si on a quelques commerçants en France ou dans le monde qui acceptent Bitcoin, mais qui finalement, en fait, il n'y a jamais personne qui vient payer en Bitcoin, au bout d'un moment, ils vont se dire mais ça sert à rien en fait que je passe du temps, que j'essaie de trouver un prestataire comme Swiss Bitcoin Pay pour finalement accepter Bitcoin. Non, je vais laisser tomber. Et donc justement, il y a vraiment une vraie discussion et finalement
Il faut travailler petit à petit là-dessus pour faire en sorte que Bitcoin puisse être accepté un petit peu partout dans le monde. Et puis, un troisième et dernier point qu'on oublie très souvent, enfin que beaucoup de personnes ne savent d'ailleurs même pas, mais c'est que payer en Bitcoin permet également d'accentuer la confidentialité de l'ensemble du réseau. En fait, la raison est particulièrement simple. Si on a uniquement 10, alors je prends un exemple très simple, si on a 10 transactions par jour, bon bah du coup, si notre transaction, celle que nous avons réalisée parmi ces 10, bah quelqu'un qui décide d'essayer de faire de la surveillance de réseau, va savoir que il y a une chance sur 10 de trouver notre transaction. Mais si derrière on a des milliards de transactions, on a une chance sur des milliards. Et donc en fait en réalité, même s'il existe des outils d'analyse on-chain qui sont très pertinents, etc., probabilistiquement parlant, on va augmenter la confidentialité, ou plutôt diminuer la probabilité de trouver notre UTXO, donc notre transaction, parmi un ensemble de transactions. Et ça c'est un point qui est important pour le réseau, mais qui est aussi important et positif pour nous. Et puis, le dernier point, mais qui me semble quand même assez important à souligner, c'est que Bitcoin, c'est un système de cash électronique en pair à pair. C'est le titre du white paper, et donc de ce fait, c'est un moyen d'échange entre un bien, un service, et du coup, du Bitcoin, qui est finalement, en fait, tout simplement la monnaie, le moyen d'échange. Donc on voit qu'on a quand même différents points, que ce soit pour développer l'écosystème, comme des points qui sont positifs par rapport au fait qu'on paye moins et qu'on améliore notre confidentialité, qu'il faut qu'en fait, finalement, payer ces bitcoins, c'est pertinent. Alors, j'ai très souvent des gens qui disent « Bah ouais, mais du coup, si je paye en bitcoin, ça veut dire que j'ai moins de bitcoin. » Ouais, alors il y a deux possibilités, gars. La première possibilité, c'est si ton salaire, tu le reçois en bitcoin. Ça, c'est quasiment jamais, ça arrive quasiment jamais. Ou peut-être pas, on reçoit son salaire en bitcoin, mais tout du moins, on transforme chaque mois, dès qu'on reçoit son salaire, tout en bitcoin. Il y a certaines personnes qui le font. Moi, j'en suis pas encore là, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Déjà, il faut manger. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des biens qui sont nécessaires, et donc, par conséquent, forcément, on va utiliser du bitcoin, et forcément, t'en auras moins que le moment où on reçoit son salaire en bitcoin. Et puis, l'immense majorité des gens, 99,9% des gens, reçoivent leur salaire en monnaie fiduciaire. En fait, la stratégie derrière, elle est extrêmement simple. Si vous venez par exemple à aller dans un resto ou dans un bar, vous payez, j'en sais rien, votre plat et votre bière au total, on va dire 30 balles. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'au final, si vous payez en bitcoin, effectivement, vous allez perdre quelques dizaines de milliers de satoshi. Allez, simplifions, on va dire que vous perdez 30 balles en bitcoin. Mais derrière, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir, au moment où vous faites votre transaction, ou bien une heure après, en rentrant, ou bien le lendemain, ou bien une fois par semaine ou une fois par mois, de vous dire, tiens, finalement cette transaction c'était 30 balles en bitcoin, du coup je vais racheter la même quantité. Ou bien toutes les semaines ou tous les mois de faire la même chose. J'ai dépensé ça, au total ça fait 500 balles, du coup je vais racheter 500 balles de bitcoin. Et finalement en fait en réalité, ok, sur le moment venu vous avez perdu un petit peu en bitcoin, mais en réalité sur le long terme vous n'en perdrez pas, puisque derrière c'est juste la même chose que si vous aviez payé directement en monnaie fiduciaire et que en payant en monnaie fiduciaire, finalement vous avez décidé de transformer en bitcoin et de payer en bitcoin. Sauf que derrière le paiement en bitcoin, on l'a vu, ouais, en fait, ouais, c'est carrément possible de tout payer en bitcoin. Et puis, finalement, en fait, ça amène tous ces aspects, tous ces arguments qui sont quand même particulièrement positifs. Alors, on en verra quelques-uns qui seront du coup des arguments justement contraires, parce que l'objectif n'est pas d'avoir quelque chose qui est biaisé, et on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'utilisation de bitcoin, pourquoi est-ce que c'est pertinent de les dépenser, et pourquoi est-ce que maintenant, si quelqu'un vous dit ça, vous avez de quoi argumenter et répondre, on va parler du coup de la pertinence de payer en Lightning ou on-chain. Alors, je ne vais pas réexpliquer en détail comment fonctionnent ces deux protocoles. On va dire que tout simplement, Bitcoin, c'est la layer 1 qui est en fait finalement la chaîne de blocs qui est ici avec les blocs qui viennent se rajouter les uns après les autres. Lorsqu'on fait un paiement sur la chaîne de blocs Bitcoin, on vient derrière à avoir finalement une transaction qui va être ancrée dans un bloc, et cette transaction, une fois que le bloc est validé, autrement dit qu'il est miné, et la transaction est valide et donc le paiement est passé. En parallèle, on a en fait un nouveau réseau, un réseau qui date déjà d'il y a un petit peu moins de 10 ans, on va dire, depuis 8 ans, qui est le Lightning Network, qui est l'équivalent d'une Layer 2. Ce Lightning Network, pour avoir du Bitcoin qui est dessus, en fait, il va falloir bloquer du Bitcoin, par exemple ici dans le bloc 1006, sur la chaîne principale, donc sur la chaîne de bloc Bitcoin. Et une fois que ce Bitcoin est bloqué, il va désormais être utilisable pendant une certaine durée de temps, on va dire, sur le Lightning Network. Et le Lightning Network ne fonctionne pas exactement de la même manière. En l'occurrence, sur la blockchain Bitcoin, on va avoir un bloc qui, en moyenne, selon la difficulté de minage du réseau, va arriver toutes les 10 minutes. Des fois, le bloc tombe et le bloc d'après arrive 1 minute après. Des fois, c'est 40 minutes après. Donc c'est quelque chose qui est moyenné, on va dire, par rapport à une période ou ce qu'on appelle une époque. Mais bref. Donc
Donc en moyenne, on-chain, c'est toutes les 10 minutes. En Lightning, le paiement est instantané, ou quelques fractions de secondes, quelques dixièmes de seconde. Donc c'est vraiment instantané. En parallèle, sur la blockchain Bitcoin, on doit payer des frais de réseau. Des frais de réseau qui généralement sont en fonction de la taille de la transaction, donc en fait de la difficulté entre guillemets de cette transaction. Complexité serait plutôt le meilleur terme que difficulté. On va payer entre 80 centimes et au pic du dernier bull run où il y avait énormément de personnes qui voulaient passer des transactions, jusqu'à 27 $ de transaction pour une transaction on-chain. Dans le cas du Lightning, les frais sont extrêmement moindres, c'est quasiment nul. On peut passer une transaction sur le Lightning Network gratuitement, et puis on peut aller jusqu'à 15 centimes de dollars lorsqu'on va envoyer quelques centaines de dollars. Alors là, je parle pour l'instant en dollars, histoire de pouvoir simplifier, mais voilà, ça vous permet de vous donner un petit peu une idée. J'ai mis les liens des 2 vidéos qui sont comprendre les transactions sur Bitcoin, tout à gauche, et juste à droite, comment fonctionne le Lightning Network, si vous voulez aller plus loin. C'était nos chapitres précédents, en l'occurrence chapitres 2 et 5, je crois. Ok, donc maintenant qu'on a compris que la on-chain, il y avait du temps, et puis c'était plus cher que le Lightning, mais que c'était pas les mêmes objectifs, là-dessus je vais pas en revenir dans les détails, on va se poser la question concrètement pour le paiement, lequel je vais privilégier. Alors, dans le cas du Lightning, c'est très simple, on privilégie le Lightning pour l'immense majorité des dépenses quotidiennes qui doivent se faire de manière instantanée, et pour cela, je dirais des transactions de 1 Satoshi à quelques centaines de milliers de Satoshi, donc de quelques centimes d'euros à quelques centaines d'euros. Et en ce sens, on pourrait donner cet intervalle de 1 Satoshi à 500 000 Satoshi, donc 0,005 Bitcoin, qui paraît plutôt pertinent, on le verra juste après pourquoi. Je vais quand même le dire, même si je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le cas du Lightning, il y a la possibilité de gérer soi-même ses canaux et finalement en fait de pouvoir réaliser des transactions extrêmes, de manière avec des frais qui sont nuls finalement. On gère tout par soi-même et on n'a pas besoin de passer par un prestataire de service. Autrement dit, des transactions de quelques centimes d'euros à quelques centaines d'euros pourraient être même à quelques milliers d'euros. Mais encore une fois, ça dépend d'un point de vue un peu plus technique, dont on ne rentrera pas dans les détails là maintenant. Alors, dans le cas du on-chain, c'est différent. L'on-chain, c'est pas pour des dépenses instantanées, puisqu'en l'occurrence, on a 10 minutes d'attente en moyenne entre 2 blocs. C'est pas pour des petites dépenses, on verra juste après, mais on va pas payer son café ou sa baguette en Bitcoin on-chain. On va payer directement avec le Lightning parce que ce sera plus pertinent. Et donc, du coup, on-chain, c'est plutôt pour des grosses dépenses. Quand on disait que le Lightning, c'était de 1 Satoshi à 500 000 Satoshi, on-chain, ce serait plus que 500 000 Satoshi. C'est-à-dire plus de 300 balles, 400 balles, quelque chose comme ça. Un point qui est tout de même à soulever, on l'a dit, pour pouvoir ouvrir un canal Lightning, c'était cette slide-là, il faut derrière disposer, mais en fait, il faut bloquer les bitcoins on-chain. Par conséquent, pour disposer de bitcoin sur le Lightning Network, il faut faire une transaction on-chain, et donc par conséquent, forcément, on-chain, les transactions qu'on va réaliser sont également de l'ordre de l'ouverture de canal ou de la fermeture de canal Lightning. Pareil, dans la formation, dans la vidéo d'explication sur comment fonctionne le Lightning Network, on en parlait, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais voici un petit peu la différence, on va dire, entre les deux. Lightning, c'est instantané pour les dépenses quotidiennes jusqu'à 400 balles, pour le on-chain, c'est supérieur à 400 balles, et pour le fait de transvaser les bitcoins on-chain vers Lightning. Alors, on pourrait faire un petit test. On va prendre 4 situations, un café à 3 balles, des courses à 100 balles, un téléphone à 400 et une Lambo à 300 000. J'ai mis un équivalent, actuellement, on est à peu près à 70 000 $ par BTC. J'ai un équivalent en termes de Satoshi, donc un café est à 5000 Satoshi, les courses à 160 000, un téléphone c'est 620 000, et puis une Lambo c'est 461 millions de Satoshi, autrement dit 4,61 Bitcoin. Et donc par conséquent, par rapport à cette écriture-là, on va se poser la question, est-ce qu'il est plus pertinent de payer en Lightning ou on-chain chacun d'entre eux? Alors dans le cas du café, c'est très simple, évidemment que c'est en Lightning. Si on fait un paiement Lightning, on va payer à peu près, donc vous voyez le Lightning ici est en rose, 30 Satoshi. Dans le cas d'un paiement on-chain, on verra avec les frais de réseau actuels. Alors si on regarde les frais du réseau actuel, on voit qu'on est à des frais approximativement de 20 Satoshi par VByte. Moi j'avais pris 21 Satoshi par VByte dans mon exemple. Forcément ça évolue en fonction de la demande sur le réseau. Eh bien on devrait payer pour 21 Satoshi par VByte 2360 Satoshi pour cette transaction, soit presque la moitié du prix du café. Donc, ce qui du coup, payer un café on-chain n'a pas de sens. Dans le cas de course, on va payer aussi en Lightning. On payerait 800 Satoshi en Lightning contre la même valeur, 2360 Satoshi on-chain. Pareil pour le téléphone. Alors le téléphone, c'est encore un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on observe que là, les frais on-chain, ils sont quand même un peu inférieurs.
Donc finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est mieux de privilégier un paiement en Lightning ou un paiement on-chain? Là, la question, c'est aussi à vous de vous la poser. Est-ce que vous pouvez attendre, ou le commerçant accepte d'attendre 10 minutes, potentiellement, que le bloc passe, et donc par conséquent, votre transaction on-chain, ou bien, derrière, finalement, vous voulez une transaction qui est instantanée par le biais du Lightning Network. Là, c'est un positionnement à avoir. Je pense que la réponse, elle est à peu près répondue. Peut-être que ce serait plus pertinent de le faire en Lightning, parce que les frais sont relativement similaires. Mais dans le cas où le paiement en on-chain serait bien moins important que le paiement en Lightning, dans ce cas-là, en fait, la question ne s'opposerait pas. C'est le cas notamment de la Lamborghini, où en l'occurrence, si on décidait de faire une transaction à quasiment 5 bitcoins sur le Lightning Network, c'est pas sûr que la transaction passe. Pourquoi? Parce que il faut passer par des canaux, par des routes qui ne disposent pas forcément de la liquidité de 5 bitcoins en l'occurrence, et donc pas sûr finalement en fait qu'on va pouvoir y accéder, effectuer le paiement et que le paiement soit valide. Et voire même c'est possible qu'on paye une très 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 grosse quantité de frais, tellement la taille de la quantité de bitcoin qu'on va vouloir envoyer va être important, et du coup pas sûr que finalement cette transaction passe. Alors que on-chain, on va payer 2360 satoshi. OSEF si on paye une grande quantité de Bitcoin. Puisqu'en l'occurrence, vous l'observez, pour tout ce qui est en orange, quelle que soit la valeur, donc le montant de Satoshi ou de Bitcoin qu'on envoie on-chain dans une transaction, les frais de transaction vont rester les mêmes. Ça veut dire qu'on envoie 3 balles on-chain ou 300 000 balles on-chain, si la transaction est de la même taille ou de la même complexité, ce qui en l'occurrence sera le cas, alors dans ce cas-là, on va payer la même quantité de frais. Or, dans le cas de l'utilisation du Lightning Network, c'est différent. On observe que dans le cas du café, on paye 30 satoshi. Dans le cas du téléphone, on paye 50 fois plus. Donc du coup, voilà, forcément, comme on a envoyé plus, il y a plus de routes à trouver, donc on va payer plus de frais, etc., etc. Voilà un petit peu le positionnement qu'on peut avoir entre Lightning et on-chain. Je dirais de manière générale qu'à partir du moment où on veut faire un paiement de plus de 500 000 satoshi, mais voilà, après c'est encore à vous de vous positionner. Peut-être que certains diront non, c'est pas 500 000, c'est 1 million, à vous de voir. Donc soit l'équivalent de 300 balles, d'autres diront peut-être 600 balles. Et bien dans ce cas-là, c'est plus pertinent de faire son paiement on-chain plutôt que via Lightning. Mais forcément, ça dépend des frais du réseau au moment venu. Donc voilà un petit peu le comparatif qu'on peut dresser entre le Lightning et on-chain. Alors, une question qui est nécessaire, c'est quel portefeuille ou quelle stratégie adopter. Et on va prendre l'exemple de notre copain Kevin, qui revient aujourd'hui après quelques semaines d'arrêt. Et Kevin, en l'occurrence, il veut payer en Bitcoin dans les commerces ou dans les associations Bitcoin qui sont à côté de chez lui. Donc du coup, forcément, il va devoir disposer de Bitcoin. Pour ça, il va devoir disposer d'un portefeuille Bitcoin. Et comme Kevin est intelligent, Kevin va décider de télécharger un portefeuille non custodial. C'est-à-dire un portefeuille dont il va posséder lui-même ses clés privées. Il a plusieurs possibilités. Sur ordinateur, Sparrow, Bitcoin Core, Electrum. Sur hardware wallet, avec un hardware wallet, Ledger, Coldcard, Bitbox, Trezor, Jade. Ou sur téléphone, Samurai, Blue Wallet, Blixt et Electrum. Alors, techniquement parlant, vu que c'est son portefeuille dans lequel il va mettre les bitcoins qu'il possède, donc en fait la totalité de ses savings, donc de ce qu'il a en bitcoin, concrètement, il faut qu'il prenne un truc qui soit pas sur téléphone. Si son téléphone se fait pirater, c'est plus facile de pirater un téléphone qu'un ordinateur. Alors dans ce cas-là, tu perds tout. Si ton téléphone se fait voler, t'es dans la mouise. Donc là, son questionnement, c'est tiens, est-ce que je vais utiliser un Sparrow Wallet? Est-ce que je vais utiliser finalement un hardware wallet que du coup je vais connecter soit à mon Sparrow, soit à un autre logiciel. Donc voilà, c'est un questionnement qui est à se poser. Pour ma part, je dirais qu'il est extrêmement pertinent d'utiliser Sparrow Wallet, qui est un très très bon wallet, sur lequel on peut faire beaucoup de choses, on peut gérer ses UTXO, on peut choisir ses UTXO, on peut faire du CoinJoin, on peut faire de la consolidation très facilement, etc. Donc c'est vraiment pour moi le must-have. Et puis après, on pourrait même relier un hardware wallet à ce Sparrow pour pouvoir sécuriser ça et ne pas avoir une connexion internet du wallet de telle manière à ce qu'on puisse éviter certains piratages, mais ce n'est pas l'objectif de la discussion d'aujourd'hui. Donc du coup, Kevin, très intelligent, a désormais son Sparrow Wallet dont il possède la clé privée, et il va décider d'acheter 0,1 BTC, soit l'équivalent actuellement de 7000 balles. Bon, alors pour faire cet achat, Kevin, il va devoir trouver une plateforme ou un moyen de les acheter et de les recevoir, ces 0,1 BTC. Donc pour les recevoir, il a des adresses via son Sparrow Wallet, donc ça c'est bon, mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui lui envoie. Et donc par conséquent, il a plusieurs possibilités. Il peut réaliser une transaction en peer-to-peer, par le biais par exemple de copains, donc dans les associations
associations, dans les meet-up, etc. Ou bien passer par Pitch, une application sur téléphone, Robosat, un site internet, Soutor et Bisq, un logiciel qu'on peut télécharger, qui sont en fait tous les trois des applications, des logiciels ou des sites qui permettent de mettre en relation les gens et à faire des transactions en peer-to-peer de manière sécurisée. C'est très pertinent, c'est assez facile d'utilisation, sauf Bisq qui est beaucoup plus complexe. Donc voilà. Puis après, il a aussi la possibilité dans ses recherches, Kevin, de passer par un exchange. Alors j'ai mis mon pèlerin et relais. Effectivement, c'est pas tout à fait des exchanges, mais en fait, en réalité, avec ces deux-là, on peut retirer, on peut acheter quelques centaines de dollars ou d'euros de BTC chaque jour. Mais comme c'est des entreprises qui sont associées à des réglementations, on va dire de manière assez simple qu'en fait, ils ont la possibilité de passer les données, et donc du coup les données de paiement au gouvernement ou à la police ou à d'autres personnes ou lors d'un hack, etc. Et donc par conséquent je l'ai mis, même si c'est pas tout à fait vrai, dans cette catégorie exchange. Et puis après on a les SEX, donc les centralized exchange comme Binance, Kraken, où derrière on vend sa mère pour avoir du bitcoin. Où en fait concrètement c'est tout simplement qu'on possède pas ses clés privées, hein. Voilà, je dis ça en rigolant, mais c'est un peu l'idée. Donc Kevin est intelligent, Kevin décide d'acheter du bitcoin, donc c'est 7000 balles de bitcoin via Pitch ou Robosat. Et puis, du coup, maintenant, il peut tout acheter. Bon, alors, c'est pas vrai, je mens. Il peut pas acheter la Lambo parce que la Lambo, elle valait 300 000. Donc, elle valait presque 5 bitcoins. Là, il a que 1/10 de bitcoin, 0,1 BTC. Donc, forcément, la Lambo, il peut pas encore l'acheter. Mais s'il décide de continuer comme ça, à un moment ou à un autre, il pourra le faire sans problème. Et quand je dis l'acheter, je parle de on-chain. C'est-à-dire que là, maintenant, il peut acheter son téléphone on-chain, ses courses on-chain et également son café on-chain. Mais reste que, si on regarde les frais, c'est pas forcément super pertinent. Parce que on-chain, les frais, ils sont ici. Hein. C'est les frais qui sont en orange. Or, il a la possibilité de pouvoir, par paiement Lightning, de pouvoir diminuer très fortement ses frais et de passer, par exemple, on regarde sur le café, on va diminuer par 40. Hein. Pour ici, on va diminuer par 3. Et là, les frais sont relativement similaires, donc on va pas en parler. Mais donc, pour les quantités qui sont faibles, on a la possibilité de diminuer très fortement les frais. Et c'est là où il se dit, tiens, comme moi, je paye souvent ma bière et mon café dans le bar à côté de chez moi en bitcoin et que je veux faire ça régulièrement, du coup il me faut un portefeuille Lightning, j'arrête le on-chain. Et donc par conséquent, Kevin, qui est toujours intelligent et qui a fait ses recherches, il va décider également d'utiliser, ou plutôt de télécharger un portefeuille dont il possédera de nouveau sa clé privée. Mais comme il va payer directement en bar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas prendre son PC pour ensuite scanner le QR code avec son PC. Non, il va télécharger un portefeuille sur son téléphone. Donc pour ça, il y a pas mal de portefeuilles qui existent, Phoenix, Blue Wallet, Electrum, Zeus. Phoenix qui est, à mon sens, le plus pertinent vraiment là-dessus, qui a le plus de fonctionnalités et tout. Et sur ce portefeuille, puisqu'il est sur téléphone, évidemment, il ne mettra pas les 7000 balles qu'il avait juste avant. C'est sur téléphone, donc c'est plus sensible à des hacks. Il mettra quelques centaines d'euros, on en parlera juste après. Et Wallet of Satoshi, on laisse ça de côté pour l'instant. Wallet of Satoshi, c'est de la merde, mais il y a un intérêt. Pourquoi je dis c'est de la merde? Parce qu'en réalité, on ne dispose pas des bitcoins qui sont sur le Wallet of Satoshi. Alors, Kevin, intelligent, a téléchargé Phoenix. Il va désormais pouvoir du coup faire des transactions en Lightning. Mais pour ce faire, il faut qu'il ait du Bitcoin en Lightning. Il décide donc de prendre parmi les 0,1 BTC qu'il avait sur son wallet on-chain Sparrow, il décide d'envoyer 0,01 BTC, soit l'équivalent de 700 balles, de son Sparrow vers son portefeuille Phoenix. Donc la transaction passe on-chain. Il a un petit peu de frais à réaliser, donc quelques centaines de Satoshi pour la transaction on-chain. En l'occurrence 2360, mais bref. Et au moment où la transaction est validée dans un nouveau bloc, eh bien il reçoit la liquidité et il peut désormais dépenser des bitcoins sur le Lightning via son portefeuille Phoenix. Et donc désormais, il va pouvoir, toujours pas la Lambo, RIP, mais il va pouvoir désormais en Lightning payer son smartphone, ses courses et également son café, avec du coup les taux de frais qui sont bien moindres. Et désormais, le café qui coûte 3 balles, donc 5000 Satoshi, il paiera 5030 Satoshi, puisqu'en l'occurrence, il n'aura que 30 Satoshi de frais pour payer son café. Alors, juste une chose, pour ceux qui ne savent pas, quand je parle de Satoshi, c'est en fait l'équivalent du centime de Bitcoin. Vous voyez qu'un Bitcoin, si je mets 1 à la place de mon curseur bleu-vert, et bien du coup, c'est 100 millions de Satoshi. C'est l'unité telle qu'elle dans le protocole qui est Bitcoin. Alors bon, super, mais je vais quand même vous donner une petite stratégie. Une stratégie que beaucoup de Bitcoiners utilisent, c'est le fait d'utiliser Wallet of Satoshi. Alors comme je disais tout à l'heure, Wallet of Satoshi, c'est de la merde. En fait, c'est de la merde parce que du coup, on ne possède pas sa clé privée. C'est-à-dire que si on perd le téléphone, que le téléphone clams, que derrière on se le fait voler ou je ne sais quoi, ou même que Wallet of Satoshi se fait pirater, et derrière on perd la totalité des bitcoins qu'on a.
Point final. La seule chose qu'on peut faire pour essayer potentiellement de ne pas les perdre, ce serait derrière de créer un compte sur Wallet of Satoshi en mettant une adresse email, ok, donc on te donne des informations, et en fait, Wallet of Satoshi, comme il gère nos fonds, si un jour sur un autre téléphone on se reconnecte avec le même compte, Wallet of Satoshi nous attribuera le droit d'utiliser les bitcoins en question associés à notre adresse. Donc ça, à mon sens, c'est un véritable problème de privacy, mais bref. Pourquoi c'est pertinent de l'utiliser? Parce que Wallet of Satoshi, par rapport à Phoenix ou à d'autres portefeuilles Lightning, a des frais bien moindres, mais genre bien moindres. Par exemple, un café, c'est 4 sats de frais, contre 30 balles avec Phoenix, ou avec un tout autre portefeuille Lightning. Des cours, c'est 40 Satoshi, soit 20 fois moins. Et puis un téléphone, on est à 100 Satoshi, soit 25 fois moins. C'est quand même dingue l'absolue différence entre le paiement via Phoenix ou via Wallet of Satoshi. Alors maintenant, la question qui peut se poser, c'est pourquoi? En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que Phoenix développe énormément de choses, et donc décide de fixer des frais qui sont, on va dire, raisonnables. Dans le cas de Wallet of Satoshi, il développe rien d'autre que Wallet of Satoshi, et qui est un truc qui est extrêmement simple, avec une base de données, je vais y venir dans 2 secondes, donc en réalité, ils n'ont pas besoin de mettre beaucoup de frais. Donc ils mettent des frais beaucoup moindres, et leur objectif, c'est d'avoir plein d'utilisateurs, tout simplement. Donc en réalité, c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles les frais sont moindres. Une autre raison également, c'est qu'en plus de ça, Wallet of Satoshi fonctionne de la manière suivante. Lorsque un utilisateur qui n'utilise pas Wallet of Satoshi fait une transaction Lightning avec un utilisateur qui utilise Wallet of Satoshi, alors la transaction est en Lightning. Mais si 2 utilisateurs utilisant Wallet of Satoshi font une transaction, la transaction ne se réalise pas en Lightning. La transaction se réalise dans la database de Wallet of Satoshi. Et donc par conséquent, il n'y a pas de frais. Et donc de ça, finalement, en fait, ça vient à réduire les frais pour tout le monde, pour faire simple. Et donc du coup, on peut faire une transaction de plusieurs centaines d'euros sur Wallet of Satoshi sans entre 2 utilisateurs de Wallet of Satoshi, sans même avoir à dépenser un seul sat. Donc c'est positif. En même temps, c'est également négatif puisque les personnes qui ont des bitcoins ou des satoshi sur Wallet of Satoshi derrière ne possèdent pas ces bitcoins, mais ça peut être utile. Je vous le présenterai juste après. Mais en fait, en réalité, c'est très pertinent d'utiliser ces deux-là. Donc voici un petit peu ce qu'il en est pour reformuler, et puis du coup, c'est la stratégie que moi j'utilise. C'est que on-chain, on dispose d'un portefeuille dont on possède la clé privée, et on met autant de liquidités, donc autant de bitcoins qu'on souhaite. Ces bitcoins, on les a achetés en peer-to-peer ou en non-KYC, comme ça, c'est non traçable, et on les met sur notre Sparrow Wallet. On utilise notre Sparrow Wallet, donc on-chain, que pour des gros montants. À vous de fixer cette valeur. Moi, je dirais 500 000 Satoshi ou plus, donc l'équivalent de plus de 300-400 balles. Et puis, en Lightning, on a 2 portefeuilles, un Phoenix et un Wallet of Satoshi. Sur Phoenix, dont on possède les clés privées de ce portefeuille, on peut mettre plusieurs centaines d'euros. Je dirais 500 balles, ça peut être pas mal. Et puis, si on veut réaliser des paiements en Lightning, on peut utiliser notre Phoenix. Sauf que les frais sont très faibles par rapport à on-chain, mais restent des frais. Et donc, on peut trouver une stratégie pour pouvoir moins payer. Cette stratégie, c'est d'utiliser Wallet of Satoshi comme un portefeuille de poche. C'est-à-dire un truc que, si on le perd ou si on se le fait voler, derrière, c'est pas grave, il n'y avait que quelques dizaines d'euros. Et donc, par conséquent, sur Phoenix, où on a nos 500 balles ou nos 700 balles en Lightning, régulièrement, on vient approvisionner notre Wallet of Satoshi de telle manière à ce qu'il ait toujours 20-30 balles, quelque chose comme ça, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous payez et de vos dépenses. De cette manière, on utilise Wallet of Satoshi pour les toutes petites dépenses, et derrière, si l'application vient disparaître, on perd tout, mais c'est pas grave, c'était que 20-30 balles, c'est comme si on perdait un billet dans la rue. Mais par contre, notre Phoenix, si ça vient disparaître, derrière, on possède encore les bitcoins puisqu'on a la clé privée. Donc voici un petit peu ce qu'il en est. Si notre Wallet of Satoshi retombe à la place du seuil qu'on avait fixé, de 30 balles, retombe à 5 balles, derrière, on peut réapprovisionner de Phoenix vers Wallet of Satoshi en mettant 25 balles supplémentaires. Et si sur Phoenix, nos 500 balles, on n'a plus que 40 balles, on peut refaire une transaction de notre Sparrow Wallet on-chain vers notre portefeuille Lightning, de telle manière à revenir à 500 balles. Donc Sparrow, c'est notre grosse banque, Phoenix, c'est notre banque Lightning, mais avec beaucoup moins de valeur, et ensuite on a notre Wallet of Satoshi qui est notre portefeuille de poche, et ça c'est la stratégie qu'utilise énormément de Bitcoin. Alors, le 4e et avant-dernier point, c'est où dépenser ces bitcoins. La réponse, elle est très simple, partout et pour absolument tout. Vous allez le voir. Alors partout, forcément, la première chose qu'on a envie de faire, c'est dépenser autour de chez soi. Pour ce faire, il y a une carte qui s'appelle btcmap.org, qui est une carte qui est très pertinente et qui recense depuis 2022 l'immense majorité des commerces partout dans le monde où on peut payer en bitcoin. On observe d'ailleurs qu'en Europe centrale, je dirais en Europe pour simplifier, on est à plus de 4000 commerces acceptant bitcoin. Bon, super.
Alors maintenant qu'on connaît cette carte, on peut se dire, bah tiens, et à côté de chez moi. Alors ici, c'est la carte en France, je ne sais pas si vous êtes français ou même suisse. En Suisse, il y a une bonne communauté, pareil à Milan et à Lugano. Mais bref, même si cette présentation n'est pas réalisée au Meetup Bitcoin, je vais quand même en parler, puis, puisque en l'occurrence avec les camarades de l'assaut, on viendra des fois en discuter. Mais dans la région lilloise, par exemple, où je suis, on a quand même pas mal de commerces qui étaient présents. De 2015 à 2021, on a quand même eu des commerces qui ont fait parler d'eux, comme Eurotechnologie en vie de saison, le Black Knight près de la gare Lille-Flandre, le Noailles qui était un bar tabac, plutôt tabac même, qui faisait des paiements, qui plutôt vendait du Bitcoin, entre guillemets, et le Guama Arepa Café qui a reçu quelques meet-up Bitcoin. Donc voici un petit peu quelques exemples dans la région lilloise d'endroits où ont été acceptés Bitcoin il y a quelques années. Mais ces endroits généralement ont fermé parce que voilà, c'est la vie. Et de toute façon, à part le seul qui existe encore, c'est le Noailles. D'ailleurs, il faut que j'aille le voir bientôt pour savoir ce qu'il en est. Et je crois qu'il y a le Seven Bar qui est encore ouvert, mais ça, faudrait que je vérifie. J'y étais allé il y a quelques années, mais ça fait très longtemps. Et donc dans la région lilloise, en fait, il y a pas mal de choses qui se développent. Pour l'instant, l'association Bitcoin n'est pas encore allée vraiment à fond dans la chose. On n'a pas encore creusé ce point-là, mais ça va arriver. Et donc on a des entreprises qui, depuis 2023, on a une pizzeria, esthétique de voiture, du développement informatique, forcément notre asso. Et puis aussi, pareil, du côté de la Belgique, on a du bar, du concessionnaire automobile, etc., où on peut payer en Bitcoin. D'ailleurs, si vous êtes bitcoiner ou vous organisez un meet-up ou vous avez une association associée à Bitcoin, n'hésitez pas à aller sur BTC Map, regarder les commerces près de chez vous et puis leur passer un petit coup de fil, leur demander, aller les voir, leur demander s'ils ont besoin d'un coup de main, comment ils fonctionnent, s'ils ont des utilisateurs, etc. Et derrière, de pouvoir leur parler de comment on peut faire pour sécuriser les fonds, Swiss Bitcoin Pay, etc. Finalement, de pouvoir les aider de telle manière à ce que ils puissent se sentir plus en sécurité, c'est pas le terme, mais qu'ils puissent se sentir finalement soutenus et qu'ils puissent continuer du coup cette initiative d'accepter Bitcoin. Et nous, dans notre association à Lille, on va énormément développer ça dans les prochains mois. Alors en 2022, BTC Map a ouvert, donc on n'a pas véritablement les données avant. Mais de 2022 à 2023, on observe qu'il y a eu une augmentation très significative des commerces sur BTC Map qui ont été inscrits. Et on a eu une période depuis, on va dire, août 2023, où en réalité on a une stagnation. La raison, elle est très simple, c'est le bear market. Et donc du coup, là, dans le prochain bull run, on va avoir une augmentation significative des commerces qui vont accepter Bitcoin. Et là-dessus, c'est là aussi où les associations et meet-up vont avoir un rôle à jouer en France. Alors, petit point, fun fact, entre guillemets, en France, on possède une cinquantaine de meet-ups, soit 14% des meet-ups des communautés mondiales. Ça, c'est une slide que j'avais présentée lors d'une présentation au Beyondly à Annecy en novembre dernier. Par contre, on n'a que 1% des commerces mondiaux. Alors qu'aux US, ils ont 10% des meet-ups mondiaux, soit moins qu'en France, les gars. Et pourtant, ils ont 15% de commerce dans le monde, alors qui acceptent Bitcoin. Alors du coup, ce décalage finalement en fait résulte d'un certain nombre de raisons, on va dire, notamment purement par choix, on va dire, ou par courant de pensée. Reste que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus en France dans les années qui vont venir. Donc effectivement, actuellement, on n'a qu'une centaine de commerces qui acceptent Bitcoin en France directement et qui sont présents sur BTC Map. Ça va se développer, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas encore beaucoup le cas. Donc aller chez les commerçants près de chez soi, c'est pas forcément évident. Donc derrière, on peut trouver des stratégies. Une des stratégies, c'est de passer par des plateformes en ligne. Et pour ce faire, il y a Bitrefill, la plateforme en ligne numéro 1. En fait, en réalité, vous voyez, là c'est qu'une petite partie, mais c'est absolument dingue. Il suffit juste d'aller sur le site, de pouvoir payer en Bitcoin une carte cadeau. On reçoit la carte cadeau et derrière, on peut payer n'importe où, faire ses courses à Carrefour, se payer un Uber, se louer un BNB ou ce que vous voulez directement, finalement avec cette carte cadeau qui a été achetée en Bitcoin. Et donc là, c'est quand même assez incroyable parce qu'en fait, en réalité, on peut vivre avec Bitrefill. Et il y a pas mal de personnes, notamment aux États-Unis, qui n'ont pas de monnaie fiduciaire et qui vivent uniquement en Bitcoin. D'autres plateformes comme kycnote.me qui permet d'achat de biens et de services, on va dire, mais un petit peu plus compliqué, et plus technique dans les services qui sont proposés. Puis il y a plein d'autres sites internet ou de plateformes qui permettent de faire la même chose, que j'ai pas encore listé ou que j'ai pas encore vu, mais si on cherche un petit peu sur internet, on devait trouver beaucoup de choses. Et puis alors ça, c'est ma préférée. Parce que après les commerces près de chez soi, après sur les plateformes en ligne où on utilise Bitrefill qui permet en ligne d'aller chez les commerces dans tous les commerces près de chez soi,
il y a auprès de ses amis ou de sa famille. Je vais vous donner un exemple qui est personnel. Ça fait des mois et des mois que je fais du squash et puis déjà depuis plus d'un an, je paye mon squash en Bitcoin. Alors non pas parce que la salle de squash accepte le Bitcoin, mais parce qu'en réalité, j'y vais avec un pote qui lui aussi est Bitcoiner. Et puis la première fois, il a payé et en fait, on s'est dit tiens, je lui ai dit tiens, si tu veux, je te paye en Bitcoin. Et puis du coup, depuis, je le paye à chaque fois en Bitcoin la séance, l'équivalent de 8 balles la séance pour simplifier. Et donc du coup, petit à petit, à chaque fois, je réalise une transaction en Lightning puisque les frais du coup sont très faibles. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que derrière, c'est tout à fait possible de faire la même chose, de proposer à votre collègue après un resto de lui payer le resto en Bitcoin ou autre. Alors forcément, vous direz, oui, mais il y a la question de la volatilité. Bon, la volatilité, on en a parlé tout à l'heure, je ne veux pas de nouveau rentrer dans les détails. Ce que j'observe, c'est que depuis un an où on fait du squash, derrière, la séance de 8 balles au moment en septembre dernier, maintenant, cette séance de 8 balles, ça vaut plus 8 balles, ça vaut beaucoup plus. Donc du coup, c'est pratique parce que de temps en temps, il m'offre une bière, et du coup, ça, j'ai pas à la payer. Mais me voici un petit peu une idée. Une autre chose aussi, c'est finalement lors des conférences et des événements où là à Bitcoin à l'Atlantis, on avait un resto, on était avec une quarantaine de Français et où en l'occurrence, à la fin la question était de savoir si on payait séparément ou pas. Et puis on s'est tous dit vas-y on va payer en Bitcoin. Donc en fait on a payé une personne. Tout le monde a fait sa transaction Lightning à cette personne. La transaction Lightning était l'équivalent de 30 balles, on va dire 30-40 balles. Et derrière, la personne a payé directement le resto d'ailleurs, c'était moins de 30 balles. Je pense que c'était plus de 20-25. Et la personne a réalisé sa transaction directement au restaurant en monnaie fiduciaire. Donc voici une possibilité lors des événements ou des conférences. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, payer en Bitcoin ou payer en monnaie fiduciaire. Vous avez vu dans la première slide les bénéfices de payer en Bitcoin. Finalement, plutôt que de payer en monnaie fiduciaire, faites votre paiement en Bitcoin et ensuite, une fois que votre paiement est réalisé, rachetez avec monnaie fiduciaire Bitcoin, les Bitcoins que vous avez, les Satoshi que vous avez dépensés. Et puis derrière, vous avez un solde de Bitcoin qui reste similaire. Alors, pour terminer cette présentation, je vais finir avec un dernier point qui, finalement, en fait, est quelques points de vigilance. Alors, le premier point de vigilance, c'est de savoir tout simplement qu'en France, actuellement, la seule monnaie légale est uniquement l'euro. Par décret, c'est une obligation, c'est comme ça, point final. Alors, c'est le cas depuis les années 2000. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça veut dire que Bitcoin n'est pas actuellement une monnaie légale. Par contre, les commerçants peuvent l'accepter s'ils le souhaitent. Ils peuvent accepter tout ce qu'ils veulent, mais ils sont obligés d'accepter l'euro car c'est monnaie légale. Donc ils peuvent accepter le Bitcoin, ils peuvent accepter le Shiba Inu Dog Bitcoin ou j'en sais rien, je sais pas quel shitcoin de merde, et ils peuvent également décider d'accepter le paiement en cailloux. Ce serait tout à fait possible. C'est un positionnement qui est le leur. Néanmoins, et c'est un point qui est important à avoir en tête, après à vous de vous positionner par rapport à ça, et je ne suis pas avocat fiscaliste, mais j'avais fait une vidéo qui est tout en dessous dans les sources l'année dernière, dont le titre était Tout savoir de l'imposition sur les crypto-monnaies en 2023. Et en fait, on est imposable lorsqu'on réalise une transaction en Bitcoin contre un bien ou un service. On est imposable de 30% sur la plus-value. Alors qu'est-ce que c'est la plus-value et pourquoi 30%? 30% c'est la flat tax. Qu'est-ce que c'est qu'une plus-value? Je vais prendre un exemple simple. Prenons l'exemple de la Bullish, la super bière qui vient de sortir et qui d'ailleurs est même pas encore disponible, des copains de Bicrypto, autrement dit des copains de l'association de crypto de Belgique. Et plutôt Bitcoiner, tant mieux. En l'occurrence, imaginons que le 30 mars, donc hier quand j'ai terminé ma présentation, à 18h j'ai réalisé un achat de Bitcoin via Pitch en peer-to-peer, et j'ai acheté l'équivalent de $10 de Bitcoin, soit 14 000 sats, à un prix de à peu près $70 000 par BTC. Okay. Et puis, 2 jours après, je vois mes copains et je décide d'acheter une Bullish, et puis cette Bullish, elle coûte 11 balles. Zut, si je l'avais acheté le 30 mars à 18h, j'avais que 10 balles d'achat. Donc du coup, je ne pouvais pas payer ces 11 balles. Bon, pas de bière pour moi. Mais il se trouve qu'entre le 30 mars et le 1er avril, 2 jours après, on a une hausse de 10%. Il y a eu une hausse entre le 31 mars et le 1er avril de 10% du prix du Bitcoin. Ça veut dire que le prix du Bitcoin ne vaut plus désormais $70 000, mais il vaut à ce moment-là $77 000. Par conséquent, les 14 238 Satoshi que j'avais restent 14 238 Satoshi, j'ai la même quantité BTC, mais en termes de monnaie fiduciaire, je n'ai plus $10 de Bitcoin, mais $11 du Bitcoin. Alléluia! Je peux donc désormais acheter ma bière, la Bullish, pour $11.
Alors vous me direz, oui, mais c'est bizarre, un prof, de d'abord avoir mis 10 dollars et pas 11 dollars. Vous avez parfaitement raison, j'ai simplifié l'énoncé pour que ça puisse être plus simple pour tout le monde. Et pour pas rentrer dans les détails du calcul qu'on utilise pour calculer la plus-value. Mais donc désormais, je peux acheter ma bière, la Bullish, donc je vais l'acheter pour 11 dollars, donc pour mes 14 238 Satoshi, sauf que derrière, j'ai une imposition de 30% sur la plus-value parce que j'ai réalisé une plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est l'écart entre la valeur fiduciaire que j'avais achetée au départ et la valeur fiduciaire que j'ai dépensée. C'est-à-dire qu'entre les 10 dollars d'achat et les 11 dollars que j'ai finalement dépensé pour acheter mon bien qui est cette bière, eh bien il y a 1 dollar que j'ai fait en plus-value. Autrement dit, on va payer 30% de ces 1 dollar en termes d'imposition. C'est ce qu'on appelle l'imposition de la flat tax. Alors, je le dis quand même, cette imposition, bon après, à vous de vous positionner là-dessus, c'est un choix. Cette imposition ne survient qu'à partir du moment où, dans l'année, on vient à avoir, alors c'est comment je vais formuler ça, on vient à ne devoir dépenser, non, je vais plutôt dire comme ça, cette imposition de 30% sur la plus-value, on va devoir, en fait, petit à petit, tout au long de l'année, entre guillemets, la calculer, si on veut faire les choses bien. Donc, c'est-à-dire dans le respect de la loi. On parlera de la loi juste après. Mais si par exemple dans l'année, cette imposition sur la plus-value ne vaut à la fin de l'année que, si j'additionne tout, 200 balles, en réalité vous n'avez pas à le déclarer. Vous avez à déclarer qu'à partir du moment où ça dépasse 300, 400 balles, je ne me rappelle plus le chiffre exact, j'en parlais dans la vidéo dont je parlais juste avant, et c'est uniquement à cette condition-là. Par exemple, si vous achetez j'en sais rien, cette bouteille-là, donc la Bullish, et que vous avez 30% de plus-value sur 1 dollar, bon bah vous avez 30 centimes d'imposition à payer, par conséquent, lors de la déclaration fiscale. Et bien comme ces 30 centimes, c'est le seul truc sur l'année que vous avez dépensé en plus-value, derrière vous n'avez pas à le déclarer au fisc. Par contre, si vous dépassez les 300, 400 balles dont je parlais juste avant, sur toute l'année, à ce moment-là, vous devez déclarer le surplus. Et donc ça, c'est un point qui est important à avoir en tête. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'au niveau de la loi, voilà, il faut faire attention. Je ne suis pas avocat fiscaliste, donc faites vos propres recherches, Dior, mais c'est tout simplement parce qu'en réalité, quand on regarde les textes de loi, on se rend compte que dans la formulation telle quelle, Bitcoin n'est effectivement pas considéré comme une monnaie en France parce que ce n'est pas considéré comme une monnaie dans d'autres pays. Or, en réalité, depuis quelques années, notamment au Salvador, Bitcoin est une monnaie légale. Et donc, par conséquent, certains textes de loi, on peut très fortement se poser la question de savoir s'ils sont véritablement en vigueur. Donc, plutôt encore d'actualité. Et donc, par conséquent, si Bitcoin est vraiment un actif numérique ou si Bitcoin est une monnaie. Typiquement, Bitcoin est désormais également une commodity aux US et non pas une security. Et donc ça, c'est, voilà, finalement, le positionnement de Bitcoin devient très différent, est en train de changer un peu partout dans le monde, et donc la loi française, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Donc à vous de vous positionner là-dessus, mais en tout cas, j'ai essayé d'expliquer l'exemple de la manière la plus claire possible pour que vous puissiez l'avoir en tête, et effectivement, ça peut être considéré comme un point négatif. Maintenant, juste pour terminer là-dessus, un point négatif, mais en fait, la majorité du temps, à moins que vous soyez un bitcoiner qui a la possibilité de pouvoir dépenser très régulièrement, vous ne dépasserez pas les 300 ou 400 balles de plus-value par rapport uniquement à vos achats sur une année. Généralement, c'est moins. Mais après, encore une fois, ça dépend de la situation. Donc, mieux vaut penser à l'écrire ou autre et faire attention à ça. Autre chose, la volatilité. Alors, la volatilité, on l'a dit tout à l'heure, en fait, en réalité, c'est pas un problème. Si on regarde avec une échelle qui est fixée en ordonnée et en abscisse, entre 2010 et 2024, l'évolution du prix du Bitcoin par rapport au dollar, et cela de manière logarithmique, on voit que ça ne fait qu'augmenter sur le long terme. Si on regarde l'euro par rapport au dollar avec la même échelle, on est toujours dans les deux cas en monthly, donc par mois, on a toujours l'échelle qui est 100% à droite et en abscisse, on est toujours de 2008, 2010 à 2024, on est toujours en logarithmique, donc c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes échelles. On observe que l'euro par rapport au dollar ne fait que descendre, que diminuer. Donc on perd par rapport au dollar américain, on perd en valeur depuis 2008, alors que le Bitcoin, on ne fait que gagner en valeur par rapport au dollar. Donc à partir de ce moment-là, tout est volatile en fait. La notion de volatilité, elle n'a pas de sens. Une patate est volatile par rapport à un canard, une patate est volatile par rapport à un dollar, un euro est volatile par rapport à un poil de nez, enfin tout ce que vous voulez. Donc en fait, à partir de ce moment-là, la volatilité, elle n'a pas véritablement de sens. Et puis, donc c'est pour ça que je l'ai mis en vert, parce que c'est pas un point de vigilance véritablement.
Un autre point aussi qui lui par contre est problématique, c'est que, enfin plutôt qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ne peut pas s'acheter en Bitcoin. Par exemple, vous voulez rembourser un prêt à votre banque que vous avez emprunté sur 20 ans, derrière vous n'allez pas pouvoir le payer en Bitcoin. Alors il y a tout, donc c'est pour ça que ça peut être pertinent de toujours conserver sur votre compte en banque de la monnaie fiduciaire en fonction des situations. Maintenant, reste qu'il est tout à fait possible de transformer son Bitcoin en monnaie fiduciaire et ensuite cette monnaie fiduciaire de l'utiliser pour rembourser le prêt de la banque. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et puis après, pour finir, 2 derniers points qui ne sont pas des points qui sont négatifs, mais que j'ai mis en bleu parce que finalement, ça vient, voilà, c'est des réflexions qu'il faut avoir au fil du temps. Et la première réflexion, c'est la sécurisation de ces bitcoins. Quand on possède ces savings, donc c'est, j'ai plus le terme en français, mais en gros qu'on a beaucoup de bitcoins, qu'on en a conservé sur son Sparrow Wallet ou bien sur son téléphone avec un petit peu sur son Phoenix, finalement en fait il faut apprendre à sécuriser ça. Il faut apprendre à sécuriser ses seed phrases, donc avec des stratégies dont on parlera le mois prochain pour sécuriser ses fonds. Également, il faut être capable de pouvoir réfléchir, tiens, en cas de décès, en cas de perte du téléphone, en cas d'incendie, en cas de vol, comment je fais ou comment mes proches font pour récupérer leurs fonds. Pareil pour les hardware wallets, comment on fait pour setup un multisig ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont à avoir en amont, de telle manière à ce que ces bitcoins puissent être sécurisés. Ces réflexions demandent du temps, mais finalement, si vous suivez du coup les différentes présentations qu'on a tout au long de l'année avec notre association Bitcoin, et donc du coup similaire à cette vidéo, en fait on est en train d'en discuter, on est en train de construire petit à petit tout ça pour avoir finalement une stratégie qui est potentiellement la plus pertinente possible. Mais forcément, quand je dis la plus pertinente, en fait c'est singulier et ça dépend de chacun. Donc voilà, donc ça finalement ça prend du temps, mais c'est tout à chacun de réfléchir à cela. Et puis la dernière chose, mais ça c'est une réflexion qui est plus technique, il va y avoir des points à avoir en tête, comme la gestion des UTXO. On en a parlé dans le chapitre 2, comprend les transactions sur Bitcoin. Un UTXO, c'est quelque chose qu'on a reçu. Si on reçoit 1000 UTXO de 1 Satoshi, derrière, ok, on a 1000 Satoshi, mais ce truc-là, ce sera indépensable on-chain. Parce que derrière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut être capable de pouvoir les concaténer, donc les mettre tous ensemble, pour au lieu d'avoir 1000 UTXO de 1 Satoshi, avoir un seul UTXO de 1000 Satoshi. Et là, derrière, ce serait utilisable on-chain et on pourrait le dépenser. Notamment dans des situations où on aurait un environnement, donc en fait un réseau qui demanderait beaucoup de frais pour pouvoir réaliser une transaction parce que le réseau serait énormément utilisé, etc. Donc ça, c'est un peu plus technique. On pourra en discuter lors des meet-up ou si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. J'en parlerai certainement l'année prochaine. Et puis ensuite, des canaux Lightning, l'ouverture des canaux Lightning et puis aussi la gestion des liquidités entrantes et sortantes. Alors, j'ai volontairement caché le nombre de Satoshi, la valeur en euros, en liquidité entrante et en solde. Mais en fait, pour faire simple, lorsqu'on ouvre un canal Lightning, si on met 500 balles dans un canal Lightning, ce qui se passe, c'est que ces 500 balles, en fait, le canal Lightning vaudra toujours 500 balles, point final. Alors, A5 a construit des nouvelles stratégies pour pouvoir en fait faire en sorte que ça puisse évoluer, mais à la base, dans le Lightning Network, ça restera toujours 500 balles. Donc, si on a 500 balles de notre côté, donc c'est notre solde, et qu'on envoie finalement, à force de faire des dépenses, 500 balles, du coup, la liquidité entrante va diminuer énormément. Et donc, par conséquent, en fait, on ne pourra plus dépenser. Donc, c'est assez simple, finalement, en fait, dans le fonctionnement, mais ça veut dire on devra recevoir du Bitcoin par le biais de notre wallet Lightning pour finalement pouvoir faire des transactions d'envoi, de réception, etc. de manière tout à fait facile et sans avoir finalement de message d'erreur disant qu'on n'a pas de solde ou de liquidité entrante ou de liquidité sortante disponible sur Lightning. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était aujourd'hui. J'espère que notre présentation vous a permis de voir comment finalement on pouvait dépenser ses bitcoins, que ce soit chez des commerces à côté de chez soi, que ce soit également sur internet ou via Bitrefill et qu'en fait ou même auprès de sa famille et de ses amis et qu'on peut acheter tout ce qu'on veut avec Bitcoin, que vous avez les petits points de vigilance quand même en tête, notamment la notion d'imposition, même si ça viendra, c'est une certitude que j'ai, bien sûr faites vos recherches, mais que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, Bitcoin deviendra monnaie légale ou tout du moins aura ce statut, ne sera plus un actif financier comme c'est le cas actuellement, et donc par conséquent que la législation va venir à changer, et puis également que vous avez compris qu'en fait, dépenser ces bitcoins, c'est extrêmement pertinent. Et que quand vous dépensez des bitcoins, vous ne perdez pas des bitcoins, puisque une fois que vous aurez dépensé vos bitcoins, directement après, le soir, une heure après, chaque semaine ou chaque mois, tout simplement, vous rachèterez la quantité de bitcoins que vous avez dépensé.
tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cela vous a plu. Le mois prochain, donc en avril, on parlera de la sécurité des fonds. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.